Chers participants, nous avons vu les objectifs ambitieux prévus par la Confédération, notamment en matière de réduction de consommation d'énergie. Au cours des prochaines leçons, on va discuter des économies d'énergie que l'on peut faire dans plusieurs secteurs. À vrai dire, on devrait plutôt parler d'utilisation plus rationnelle de l'énergie, car il n'est pas dans notre propos de rationner les services énergétiques en diminuant le confort. On va commencer par le bâtiment. Et on voit ci-contre les flèches qui indiquent les réductions espérées dans le domaine du chauffage et de l'eau chaude des bâtiments, et ceci pour la comparaison entre 2011 et 2050, le scénario basse consommation. Tout bâtiment peut être vu comme un système énergétique délimité par une frontière, traversé par des flux d'énergie entrant, les apports solaires, les énergies de réseau par exemple, ou les flux sortants, comme les pertes d'isolation entre autres. Et ça, pour maintenir notre confort, il s'agit notamment de compenser les pertes et d'éviter les parois froides qui provoquent de l'inconfort. Le bâtiment consomme de l'énergie pour maintenir une température intérieure agréable, quelles que soient les conditions météorologiques externes, pour assurer aussi un éclairage suffisant lorsque la lumière extérieure ne suffit pas, pour fournir de l'eau chaude sanitaire pour nos douches, pour faire fonctionner divers appareils et équipements et faciliter la mobilité, notamment avec des ascenseurs dans les bâtiments à multi-étages. Pour parvenir à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, on distingue entre les mesures passives, ici à gauche, et les mesures relatives au système actif, représentées ici à droite. Ces dernières, comme représentées ici à droite, englobent tous les systèmes pour lesquels il faut acheter ou produire sur place des énergies finales pour satisfaire les besoins de confort notamment. Il s'agit des systèmes de chauffage, parmi lesquels on a des pompes à chaleur comme représentées ici, et qui doivent être alimentés par de l'électricité ou du gaz, comme on le voit dans ce diagramme. Les mesures passives, ici, font tout particulièrement l'objet de cette leçon et sont des mesures qui touchent essentiellement l'enveloppe du bâtiment pour en réduire les pertes sans avoir besoin d'acheter des services énergétiques, des énergies finales. Ces mesures augmentent généralement les coûts d'investissement, surtout en rénovation, mais permettent de réduire la consommation d'énergie finale et d'augmenter le confort. Le bâtiment consomme tout particulièrement de l'énergie dite grise pour fabriquer et transporter les matériaux nécessaires à la construction du bâtiment, pour faire fonctionner les machines et les équipements permettant de construire le bâtiment, pour entretenir le bâtiment, pour procéder à la démolition du bâtiment en fin de vie et recycler ses composants. À noter que le calculateur Swiss Energy Scope ne comptabilise pas encore l'énergie grise, mais il convient de le garder à l'esprit lorsqu'on analyse les options possibles. Le bâtiment peut être comparé à un tonneau des Danaïdes dans lequel on maintient un niveau d'eau en le remplissant continuellement. Le niveau correspond au confort demandé et le débit d'eau au flux d'énergie. On considère ici le confort thermique où le niveau demandé est la température. À gauche, le bâtiment est mal isolé ici et à droite, on a un bâtiment correct, beaucoup mieux isolé. Il est important, notamment en rénovation, d'agir sur les points les plus faibles de l'enveloppe en priorité. Il existe maintenant des instruments de mesure comme les caméras infrarouges permettant une thermographie du bâtiment. On voit sur cette photo que les points faibles de cette maison sont les baies vitrées, mais surtout leur encadrement qui est bien représenté ici en rouge dans la partie avec de fortes déperditions de chaleur. Il est recommandé de faire une telle analyse avant de se lancer dans de lourds investissements. Le bilan thermique d'un bâtiment est basé sur le fait que pratiquement toute l'énergie entrant dans le bâtiment finit par être
transformée en chaleur. Étant donné qu'en moyenne, l'intérieur du bâtiment est une température constante, toute cette énergie finit par en sortir. Dans ce bilan interviennent les échanges de chaleur par transmission à travers les parois, les échanges par aération du bâtiment qui doit avoir un renouvellement avec de l'air neuf, les gains de chaleur dus au rayonnement, notamment le rayonnement solaire, entrant par les vitrages et chauffant les parties opaques de l'enveloppe, les apports de chaleur interne provenant des occupants et des ordinateurs par exemple, et on compte environ 100 watts par personne de production de chaleur. Et naturellement, toute l'électricité, notamment dans les lampes qui sont peu efficaces, ou tout appareil, toute cette électricité finit en chaleur. Les apports d'énergie pour compenser les pertes en hiver ou pour éliminer les excès en été bien sûr. Un indice souvent utilisé pour comparer la consommation d'énergie des bâtiments est l'indice de dépenses d'énergie IDE, qui correspond à la somme de l'énergie consommée en mégajoules par an généralement ou en kilowattheures par an, divisé par l'ensemble des surfaces de référence en mètres carrés, surface, la somme de tous les étages dans un bâtiment multi-étages. Le mode de calcul exact est précisé dans une norme de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Comme on le voit ici, on ajoute la surface de référence de chacun des étages. Sans aller trop dans le détail, voici une référence pour calculer la surface énergétique de référence dans un exemple donné. On voit ici que l'on prend en gros toute la surface à l'intérieur des murs, même du périmètre extérieur, sauf quand il y a un garage où on ne prend pas en compte sa surface s'il est incorporé, comme par exemple ici dans un rez-de-chaussée. Ayant compris cet indice de dépense d'énergie exprimé en mégajoules par mètre carré et par an, on peut voir quelles sont les valeurs limites correspondant à la norme pour différents types d'affectation de bâtiments. Pour un bâtiment locatif, un bâtiment d'habitat collectif, on voit que les pertes de chauffage devraient correspondre à un indice de dépense d'énergie inférieur à 160, la partie rouge. Un IDE pour la préparation d'eau chaude inférieur à 100, c'est la partie violette, ici. Et un indice IDE de consommation électrique pour d'autres applications que le chauffage et l'eau chaude inférieur à 300, la partie bleue. Ce qui correspond en kilowattheures à des valeurs de l'ordre de respectivement 44, 28 et 83 kilowattheures par mètre carré par an. Il existe en Suisse un standard appelé Minergie qui sert aussi parfois de référence. S'il est entièrement rénové au standard Minergie de base ou autre label équivalent, ici au milieu, le parc immobilier suisse économiserait environ la moitié de l'énergie finale qu'il utilise actuellement. Une autre approche est le certificat énergétique cantonal des bâtiments qui indique combien un bâtiment d'habitation, un bâtiment administratif simple ou encore une école consomme en énergie lors d'une utilisation standard en chauffage, en eau chaude sanitaire, en éclairage et en autres consommations électriques. Il permet une comparaison avec d'autres bâtiments et propose des mesures d'optimisation. Le besoin énergétique défini est visualisé par un classement allant de A à G, soit de très efficace énergétiquement pour A, à très peu efficace énergétiquement pour l'étiquette G. Ce graphe, publié notamment dans un livre blanc sur les technologies énergétiques et efficaces que nous avons écrit avec plusieurs collègues de l'ETHZ, met bien en évidence la consommation spécifique moyenne des bâtiments selon leurs années de construction. On voit ici, par exemple, ce sera entre 1910 et 1920 pour la barre intermédiaire et les barres plus récentes, par exemple
2006 à 2010, on a une différence considérable de demande énergétique des bâtiments. On voit que cette consommation a diminué à partir de la première crise pétrolière en 1973, avec un renforcement progressif des normes de construction. Cependant, la surface bleue, notamment, indique l'ensemble du travail et les efforts considérables encore à faire pour rénover les anciens bâtiments du parc immobilier suisse au niveau de celui des constructions les plus récentes. Notre calculateur utilise des valeurs qui sont dans l'ordre de grandeur de ces nouvelles constructions, c'est-à-dire autour des 40 kWh par mètre carré et par an. Ce graphe montre schématiquement les gains de consommation en énergie pour différents degrés de rénovation d'un bâtiment existant et qui a été construit en 1956. On voit que la reconstruction du bâtiment, qui correspondrait à une reconstruction standard à cette ligne traitillée, croise la ligne noire de consommation du bâtiment existant après quelque chose comme 13 à 14 ans. Et ça, c'est compte tenu de l'énergie dépensée pour la reconstruction. Par contre, une rénovation poussée correspondant au cas 4 ici, et donc à cette courbe ici 4, permettrait de rentabiliser beaucoup plus rapidement l'énergie après 2 ou 3 ans dans cet exemple. À l'exemple de ces habitations établies par les Indiens à Mesa Verde, l'idéal en architecture est de pouvoir bénéficier pleinement du rayonnement solaire en hiver, quand le soleil est bas à l'horizon, tout en ayant un avant-toit, comme ici le plafond de cette grotte, qui protège du rayonnement solaire en été lorsque le soleil est plus haut, et on réduit ainsi les besoins à la fois de chauffage en hiver et de climatisation en été. Voici un exemple d'utilisation du solaire dit passif en architecture moderne. Les surfaces vitrées et les structures massives au nord permettent d'accumuler l'énergie solaire en jouant sur l'effet dit de serre. En été, à droite, les avant-toits permettent d'éviter un suréchauffement de la maison. L'adoption d'un ensemble de mesures passives ne donne un résultat optimal que si elle ne laisse pas des trous dans lesquels persistent d'importantes déperditions d'énergie. Ces trous, appelés ponts thermiques ou improprement appelés ponts de froid, sont notamment à la jonction de balcons ou de dalles par rapport à l'enveloppe extérieure. À noter que la recherche est en marche pour développer des panneaux d'isolation thermique plus minces pour une même résistance thermique. Cette figure montre un exemple de panneaux à micropores sous vide, ici représenté là et là, qui permet d'avoir un encombrement beaucoup plus faible que l'épaisseur de laine de verre qui est à sa gauche, et ceci pour la même résistance thermique. En conclusion, nous avons vu que les mesures passives offrent un grand potentiel d'économie d'énergie. Les pertes thermiques des bâtiments construits au cours des dernières décennies ont constamment diminué, ce qui est très prometteur. Une accélération cependant de la rénovation du parc immobilier est essentielle pour permettre d'atteindre les objectifs des scénarios de la Confédération. L'orientation des bâtiments et une architecture favorisant le solaire dit passif apportent des gains de confort et d'économie d'énergie. La chasse aux ponts thermiques est aussi cruciale.